Bonjour à tous, je m'appelle Yann Nicolas, je travaille au département des études du ministère de la Culture, le DEPS, qui est le département qui produit pour le ministère l'ensemble des études de nature statistique, sociologique, économique dans le domaine de la culture, des arts et des médias. Voilà, et dans les activités que j'ai pu faire au DEPS, j'ai notamment travaillé sur les questions d'impact économique. Et donc je voulais remercier les organisateurs pour leur invitation. Il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites ce matin, donc je vais passer certains points et puis peut-être préciser des choses sur d'autres points pour ma présentation. Donc, je ferai une petite présentation, mais je doute d'avoir le temps de tout faire. L'idée, c'est de rappeler un peu le contexte, l'objectif de la présentation, donner des éléments de définition, puisqu'en fait, mon intervention, vous le verrez, est essentiellement conceptuelle. Hein. C'était la commande, entre guillemets, qui m'avait été faite, hein, c'est-à-dire que je n'aurais pas de résultat d'estimation à vous présenter. Et puis on parlera enfin des méthodes d'estimation. Donc le contexte, c'est la question générale qu'on se pose plus ou moins, même si j'ai peut-être insisté sur le terme d'impact. Quel est l'impact économique d'une activité culturelle? Donc c'est la question à laquelle j'apporterai modestement des éléments de réponse. Donc l'idée, c'est que je ne vais pas essentiellement parler des bibliothèques, puisqu'il se trouve que sur le sujet, il y a assez peu d'études en fait. Sauf erreur. Donc je vais plutôt parler d'une activité culturelle en la définissant juste après. Et puis pour un peu développer mon argumentaire. Donc l'idée, c'est une activité culturelle. Vous avez donc besoin d'un territoire, on en a parlé, d'une période aussi d'analyse, d'une relation de cause à effet. Moi, c'est plutôt comme ça que je vois la question de l'impact. C'est une relation de cause à effet. Et l'idée, c'est d'estimer les bénéfices économiques nets, je parlerai aussi du terme net, attribués à l'activité sur ce qu'on appelle l'impact total. C'est une question qui est très régulièrement posée par les acteurs culturels, hein, les responsables d'équipements, les responsables d'événements culturels, les élus, les lobbies culturels, les administrateurs, etc. etc. Dans un monde où précisément il y a des ressources publiques qui sont rares, qui est un des messages de l'économiste, c'est de dire qu'on vit dans un monde de ressources rares, pour lesquelles il y a une concurrence permanente pour attirer vers soi ces ressources. C'est une question en fait que se posent assez peu les économistes, la question de l'impact économique d'une activité culturelle. Quand vous regardez le nombre d'articles publiés dans le Journal of Cultural Economics, qui est la référence académique sur le sujet, il y a en fait, proportionnellement, il y a très peu d'études sur les questions de l'impact économique d'une activité culturelle. Les économistes s'intéressent à d'autres choses, ils cherchent notamment à apporter des éléments théoriques pour expliquer ce qu'on appelle des faits stylisés, c'est-à-dire des observations que vous observez dans de très nombreux cas. Par exemple, pourquoi on a tous tendance à écouter les mêmes musiques, pourquoi on a tous tendance à lire les mêmes livres, visiter les mêmes musées, etc. Ou alors ils s'intéressent à des questions d'impact, mais plutôt de type une variable X qui touche une autre variable Y, toute chose égale par ailleurs. Et cette variable X, en fait, c'est pas tant que ça une activité culturelle que d'autres choses. Par ailleurs, beaucoup d'études existent sur le sujet et une partie quand même sujet à caution au regard de l'exigence, on va dire, académique. Donc en fait, ce matin, l'idée, c'est de faire une présentation didactique conceptuelle, donc sans résultat, pour un peu vous faire connaître comment les économistes voient les choses. Donc schématiquement, voilà comment les économistes décomposent l'impact économique d'une activité culturelle. Il y a d'abord un impact ou une valeur de consommation ou d'usage si vous préférez, mais en fait je vais préciser les choses dans une seconde. Il y a un impact de croissance de long terme que je vais préciser aussi. Il y a un impact de dépenses de court terme dont Marine a déjà parlé tout à l'heure, donc je reviendrai un peu moins vite dessus. Et puis la question des coûts, parce que quand on fait de l'analyse économique, non seulement il faut regarder, les économistes en fait regardent le monde avec des paires de lunettes, soit une paire de lunettes offre-demande, soit une paire de lunettes bénéfice-coût. Et donc dans une analyse économique, vous devez quand même tenir compte des coûts pour précisément avoir une évaluation nette de votre estimation. Il se trouve que les impacts de croissance de long terme, et peut-être encore plus les impacts de dépenses de court terme, qui sont en fait l'effet des dépenses sur une économie locale, dont a parlé à Marine, sont en fait des effets moins intéressants pour les économistes que l'impact ou la valeur de consommation. Et puis les coûts, évidemment, c'est quand même un élément essentiel pour les économistes qui guide quand même beaucoup de comportements économiques, pour ne pas dire la totalité. Je ne reviens pas sur le dernier point. Donc l'idée, c'est de... Voilà, on a 4 composants, donc je vais rentrer dans le détail de ces composants. Et puis après, si j'ai encore le temps, je vous parlerai des méthodes qui existent pour évaluer ces différents types d'impact. Donc premier point, donc l'impact ou la valeur de consommation, qu'est-ce que c'est? D'abord, c'est l'impact le plus important pour l'économiste.
ou les économistes en général, c'est-à-dire l'idée étant qu'en économie, concrètement à ce qu'on peut croire parfois, l'objet de l'économie, c'est pas de dégager des profits, c'est pas de dégager des revenus, c'est l'utilité des individus. Et une autre chose sur laquelle insistent très souvent les économistes, c'est que la valeur économique ne correspond pas au prix d'un bien, ou en tout cas pas seulement, ou à la valeur commerciale, marchande, financière ou pécuniaire d'un bien en question, ou d'un service en question. La valeur de consommation, on la distingue, on la divise en deux parties. Alors là, pour le coup, je me suis intéressé à une bibliothèque, juste pour donner un exemple. Il y a la valeur de consommation des usagers et la valeur de consommation des non-usagers. Comment vous allez mesurer cette valeur de consommation? Vous allez utiliser un concept qui s'appelle le consentement à payer. En anglais, willingness to pay. Le consentement à payer, c'est quoi? C'est ramener à un équivalent monétaire la valeur que chacun attribue au bien ou à l'activité qui vous intéresse. J'insiste sur ce point parce que quand on parle de retour sur investissement, de consentement à payer, etc., l'idée derrière, c'est qu'il y a non seulement des contraintes d'individus, mais surtout leurs préférences qui sont exprimées. Je valorise un bien ou un service particulier, et en le ramenant à un équivalent monétaire, c'est comme ça que je quantifie. Et je peux mesurer et je peux comparer ces valeurs par rapport à d'autres valeurs exprimées pour une autre activité, qu'elle soit culturelle ou pas. Donc cette valeur de consommation des usagers, alors on peut s'intéresser... Oui, je suis un peu trop près. On peut s'intéresser à ça. Alors, je ne parle pas forcément de bibliothèque, là il se trouve que c'est le cas. On peut supposer qu'il y a des bibliothèques dont l'entrée parfois est payante, c'est pas toujours le cas, effectivement en France, c'est sûr. L'idée c'est qu'on peut s'intéresser à une activité culturelle en général. Donc l'activité culturelle, ça peut être un musée, ça peut être une exposition temporaire pour un événement, ça peut être un festival, etc. La visite d'un monument historique, etc. Donc l'idée c'est quoi? C'est que vous devez évaluer ce consentement à payer, qui va mesurer la valeur qu'accordent les agents économiques à votre activité culturelle. Vous la ramenez à un équivalent monétaire uniquement pour quantifier, mesurer les choses. Mais l'idée derrière, c'est que vous avez des préférences des individus, leur goût. Si je déteste tel type de musique, alors mon consentement à payer sera faible. Si au contraire j'adore tel type de musique, mon consentement, toute chose égale par ailleurs, encore une fois, sera élevé. Et ensuite, on utilise un autre concept économique qui s'appelle le surplus économique. Qu'est-ce que c'est le surplus économique? Étant donné vos goûts et vos contraintes, notamment budgétaires et votre contrainte en temps, vous valorisez tel type d'activité économique à un certain point selon vos préférences. On peut supposer que vous ramenez ça à un équivalent monétaire et vous êtes prêt, disons, à mettre 500 € pour pouvoir passer une après-midi à la BNF. Étant donné vos contraintes budgétaires et de temps et étant donné vos préférences. Et en face de ça, l'accès à la BNF est gratuit, par exemple. La différence entre ce que vous étiez prêt à mettre pour accéder à ce bien, à ce service culturel, et ce que vous mettez concrètement, c'est ce qu'on appelle le surplus économique. C'est le gain que chacun d'entre nous dégage en permanence en tant que consommateur. La différence entre ce que vous êtes prêt à mettre pour acheter un livre et ce que vous mettez concrètement. Et on voit bien derrière l'idée qu'on valorise, l'idée de valorisation qu'il y a derrière. D'accord? Donc, il y a des méthodes qui visent d'abord à estimer une demande de marché. Je vous rappelle, en économie, le marché, ce n'est pas simplement un marché commercial. En économie, le marché, c'est la rencontre, c'est un lieu plus ou moins fictif de rencontre entre une offre de biens ou de services et une demande de biens ou de services. Donc, une bibliothèque, il y a une offre de services et en face, il y a une demande de services. Donc, c'est une forme de marché, même si, bien sûr, il n'y a pas forcément une notion commerciale qu'il y a derrière. Une fois qu'on a estimé la demande de marché, on tente d'estimer ensuite le coût de surplus économique. Donc il y a des méthodes, je reviendrai dessus tout à l'heure si j'ai un peu de temps. Et donc on a une valorisation de cette valeur de consommation des usagers, par exemple du festival, par exemple du musée, par exemple de la bibliothèque. D'accord? Donc ça, c'est celle des usagers, qui est assez clair à comprendre. Bon, sachant que derrière tout ça, il y a pas mal de cuisine économique, mais je passe sur le sujet. La deuxième partie de la valeur de consommation d'une bibliothèque, c'est la valeur qui correspond à l'ensemble des non-usagers de cette bibliothèque, qui valorise malgré tout, pour différentes raisons, l'existence de cette bibliothèque, ou le fait d'être un jour soi-même usager de cette bibliothèque, ou le fait de savoir que la bibliothèque, par son travail de collection et de conservation, pourra transmettre aux générations futures les fonds stockés, ou encore l'importance
que je vive dans un quartier particulier ou dans mon quartier, il y a une bibliothèque que je valorise. Et puis, dernière chose, l'importance de la contribution du travail des bibliothèques pour des non-usagers sous la forme de type valeur d'éducation. Donc tout ça, ce sont ce qu'on appelle en économie une demande hors marché qui correspondent au fait que une grande partie, enfin en tout cas dans les quelques enquêtes qui existent, une partie importante de non-usagers des bibliothèques valorisent pour différentes raisons, pour différentes valeurs, l'existence ou la transmission ou l'activité en soi de la bibliothèque. Et là encore, on parle de demande hors marché, et cette fois-ci, on parle en économie d'externalité. Alors l'idée derrière, c'est qu'il faut imaginer un cadre un peu fictif où, au départ, l'ensemble des bibliothèques sont financées par des acteurs privés, soit en tant qu'usager, je paye pour accéder à mon service bibliothèque, soit par des mécènes ou des philanthropes. Ça correspondra à une demande privée par des agents économiques privés qui financent d'une manière ou d'une autre, en tant qu'agent privé, la bibliothèque. Et puis, leur consommation, en tant que consommateur ou usager ou mécène, leur intervention en tant qu'agent économique pour financer ces bibliothèques, elles ont des répercussions sur des tierces parties, sur d'autres personnes. C'est ce qu'on appelle en économie des effets externes. Ces effets externes, ils sont valorisés, correspondent à une valorisation de non-usagers des bibliothèques. Pour l'instant, dans un cadre privé, les bibliothèques sont financées par un cadre privé. Et ces effets positifs qu'elles permettent à tous ces non-usagers, les bibliothèques en question ne sont pas compensées pour la valeur qu'elles apportent. Et donc l'économiste intervient en disant, enfin avec son cadre de raisonnement, dans ces cas-là, vous pouvez subventionner les bibliothèques puisqu'il faut répondre à cette demande hors marché qui par définition n'est pas exprimée sur le marché, à l'inverse de la demande des usagers. Donc l'idée c'est quoi? L'idée c'est qu'une manière de répondre à la demande hors marché, c'est d'utiliser effectivement les fonds publics pour apporter une subvention qui répondra à cette demande hors marché. Et donc la demande totale de service d'une bibliothèque, c'est la demande des usagers, celle qui la fréquente, et la demande des non-usagers qui, en tant que non-usagers, la valorisent par ailleurs pour d'autres raisons. Et une manière de répondre à cette demande hors marché, c'est d'utiliser l'intervention publique. Donc voilà comment les économistes voient les choses pour cette valeur de consommation. Et je le rappelle, là encore, cette demande hors marché, on la ramène à des consentements à payer uniquement pour illustrer la valorisation correspondant à nos préférences en tant que non-usagers si on est non-usager d'une bibliothèque. Par exemple, si je ne fréquente pas une bibliothèque mais, dans ma ville, mais je valorise son existence pour d'autres raisons. Une manière de répondre à ma valorisation et au consentement à payer, ce que je serais prêt à fournir en tant qu'individu pour répondre à cette valorisation personnelle, c'est de passer par le financement public. Donc voilà pour le premier composant de l'impact économique d'une activité culturelle, l'impact de la valeur de consommation, qui est sans doute le cœur, ce qui intéresse le plus les économistes. Le deuxième élément, c'est l'impact de croissance de long terme. Alors je fais juste un rappel pour vous dire que quand on parle de croissance dans les journaux, l'idée derrière, c'est la question de nos niveaux de vie, d'accord, de notre bien-être matériel. L'économiste fait un jugement de valeur qui consiste à dire que si on est plus riche que notre génération précédente, alors notre éventail de choix en tant que consommateur est élargi, parce qu'on a plus les moyens d'acheter plus de choses, et donc l'économiste fait le jugement de valeur que c'est quelque chose de positif. Donc quand on parle de croissance économique, derrière tous les concepts qu'on peut mettre derrière, il y a bien sûr le PIB, on en a parlé tout à l'heure, il y a la question des niveaux de vie et du bien-être matériel des individus. Et ce bien-être matériel des individus, cette croissance économique, qui est en fait l'enrichissement progressif d'une économie plus ou moins localisée, ils dépendent de 4 déterminants en théorie économique. Ils dépendent du capital. En économie, je vous rappelle, le capital, ce sont les outils de production, les bâtiments, les outils, etc., les terres, etc. L'autre facteur de production, enfin en tout cas l'autre déterminant de la croissance économique, c'est le capital, le travail en tant que force de travail et le capital humain, c'est-à-dire nos niveaux de qualification. Un troisième déterminant, c'est bien sûr le capital naturel, les ressources naturelles. Et puis le dernier déterminant, c'est la connaissance technologique, c'est-à-dire l'ensemble des idées qui nous permettent d'innover, de créer de nouvelles choses, etc. Comment les économistes analysent l'impact de croissance de long terme d'une activité culturelle? En distinguant 2 types d'effets. Premier type d'effet, l'activité culturelle qui vous intéresse attire sur le territoire environnant qui héberge cette activité culturelle, soit des entreprises qui veulent du coup attirer certains types de capital humain, soit des individus. Ces individus, ils arrivent avec leur capital humain et leur force de travail,
et ces entreprises, elles arrivent avec leur capital physique, qui sont toutes trois des déterminants de la croissance économique. Et donc sur longue période, on peut imaginer, il y a eu des études là-dessus, notamment sur les opéras allemands, que l'offre culturelle localisée attire une certaine qualité de capital humain qui joue sur la croissance urbaine de votre ville. Et donc c'est positif. Et l'idée derrière, c'est que ça dégage des revenus supplémentaires, ça augmente les niveaux de vie, et donc ça nous permet d'élargir notre éventail de choix en tant que consommateur. L'autre type d'effet de long terme, alors ça ce sont des effets de long terme au sens où on ne change pas de maison tous les ans. Hein. C'est ça l'idée derrière, c'est que la localisation d'individus ou d'achat économique prend du temps. L'autre type d'effet économique de croissance de long terme, c'est les effets d'expérience et d'apprentissage, avec l'idée très générale qui est l'exposition culturelle des individus, le fait qu'ils soient consommateurs culturels, le fait qu'ils jouent d'un instrument, etc., influe positivement sur la qualité de leur capital humain, et sur leur connaissance, sur leur niveau de connaissance, et leur capacité à innover. Et cette capacité à innover, c'est un des moteurs, et le moteur principal sur longue période, de la croissance économique, et donc de l'élévation de nos niveaux de vie matériels. Donc ça, c'est l'autre idée, ce serait que le fait de fréquenter les opéras, le fait de fréquenter les musées, le fait de fréquenter les bibliothèques influe sur notre capital humain, sur notre capacité à innover par les choses qu'on voit, par les choses qu'on lit, par les choses qu'on écoute. Et ce capital humain nous permet de développer de nouvelles idées et des nouvelles innovations qui nous permettent de vivre dans des conditions de vie qu'aucun roi de France n'a connues aujourd'hui, par exemple. Troisième composant, et je me rends compte que le temps passe très vite, de l'impact d'une activité culturelle, c'est ce dont a parlé Marine, c'est-à-dire l'impact économique de dépenses. Votre activité culturelle, par exemple un musée ou un festival, est localisée sur un territoire environnant et il attire de l'extérieur de ce territoire les dépenses d'individus, des visiteurs de musées, les spectateurs du festival, et ces personnes, en tant qu'agents économiques, dépensent localement. Ces dépenses qui viennent de l'extérieur du territoire, elles vont enclencher un processus qui peut être positif pour l'économie locale, au sens où ces dépenses vont générer un circuit dont a parlé Marine, je ne reviens pas dessus, positif. Si vous passez 3 jours pour être dans un festival de musique, vous allez dépenser en repas, vous allez dépenser en hébergement, vous allez dépenser pour acheter un journal tous les matins, etc. etc. Ce flux de dépenses va se distribuer sur l'ensemble du territoire et ça peut générer un impact économique positif pour des gens qui précisément ne sont pas des gens qui fréquentent le festival ou qui fréquentent le musée. Alors, comme on a une cible, je me permets juste de citer un grand écrivain qui précisément, dans un petit paragraphe du Rouge et le Noir, cite l'impact économique des dépenses. Donc bon, je passe juste dessus parce qu'on n'a pas trop le temps. Moi, l'idée, c'est qu'il a déjà, en 1830, enfin un petit peu avant, il avait déjà repéré l'idée. Alors, donc l'idée, c'est d'essayer de mesurer le supplément de revenus local qu'on peut attribuer directement à l'existence de votre activité culturelle. Alors ça marche sans doute beaucoup mieux pour des festivals ou des musées que pour des bibliothèques, sauf peut-être pour les plus grandes, mais c'est encore ce que disait Marine tout à l'heure, et on peut avoir plus de doutes sur des plus petites bibliothèques. Mais bon, en tout cas c'est ça l'idée. Et donc l'idée, c'est de repérer comment tout ça se diffuse sur le territoire pour montrer quel est le supplément net de revenus local qu'on peut attribuer à la capacité de votre activité culturelle à attirer des gens de l'extérieur du territoire qui vont venir consommer. Donc là, il y a un petit schéma, j'avance. Alors oui, ça ne va pas le faire. Alors, dernier élément, quel élément qui est souvent pas toujours, dont on tient très peu compte en fait dans les analyses, c'est la question des coûts, mais pour une analyse économique, c'est incontournable. Vous devez non seulement vous demander combien tout ça coûte, mais pourquoi il faut se poser cette question-là? Tout simplement parce qu'on vit dans un monde de ressources rares, comme je l'ai dit tout à l'heure, et qu'à chaque fois que vous attribuez 100 à quelqu'un, vous ne pouvez plus attribuer à quelqu'un d'autre. L'autre raison, c'est que les économistes se posent en permanence la question aussi de savoir comparer à quoi. Et donc, pour revenir sur ces questions-là, on distingue différents types de coûts, monétaires et non monétaires. Bon, les coûts auxquels on pense naturellement. D'autres types de coûts qui sont tout ce qu'on appelle les coûts externes, qui sont souvent très précisés dans les analyses en termes de tourisme culturel. Le tourisme culturel peut générer de l'activité pour votre économie locale, mais ça génère aussi un certain nombre de coûts, et notamment des coûts externes, c'est-à-dire qui touchent des personnes tierces, c'est-à-dire des personnes qui ne sont pas elles-mêmes visiteurs du musée qui vous intéressent,
ou spectateurs du festival qui vous intéresse. C'est-à-dire des effets externes négatifs. Donc là, il y a toute une littérature sur le sujet, avec quelques papiers sur les activités culturelles. Un autre type de coût qui importe, qui correspond à une forme de manque à gagner, c'est que vous pouvez imaginer, alors c'est sans doute pas du tout vrai pour une bibliothèque, mais pour les événements culturels un peu importants, quand vous organisez un événement culturel particulier dans une région déjà par ailleurs très touristique, les gens qui viennent pour le temps de votre festival peuvent simplement remplacer des gens qui seraient venus sur le territoire en raison d'une capacité d'accueil limitée sur votre territoire. On parle de contraintes d'offres en économie. Et cette contrainte implique que votre impact, du coup, est minoré parce que vous ne faites que remplacer des gens qui sinon seraient venus. L'impact en soi n'est pas très important. Et puis le dernier coût, c'est le coût d'opportunité, c'est-à-dire en économie, le coût de quelque chose, c'est qu'est-ce que j'abandonne pour l'obtenir, qu'est-ce que j'abandonne en temps, en rémunération pour obtenir quelque chose. On a parlé de la valeur tout à l'heure, du salaire. Donc le coût d'opportunité, il faut aussi en tenir compte, chercher en tout cas à le faire. Pourquoi ? Parce que comme des fonds publics sont attribués pour subventionner l'activité culturelle qui vous intéresse, ces fonds publics, ils sont l'objet d'une concurrence entre différents. Et en toute rigueur, en tant qu'économiste, vous devez évaluer la solution alternative, entre guillemets, de votre projet culturel pour savoir lequel des deux est le plus efficace. Parce que l'argumentaire qui est derrière vous oblige à le faire. Et donc vous devez tenir compte des fonds que vous abandonnez pour financer votre activité plutôt qu'une autre. Ça, c'est un danger pour la culture, puisque profondément, vous pouvez décider de subventionner plutôt un stade, ou subventionner un parc de loisirs, subventionner un palais des congrès, qui ont la capacité peut-être plus élevée que votre activité culturelle à attirer de l'extérieur de votre territoire des gens qui vont venir y dépenser. Et ça, c'est un danger pour les activités culturelles qui a été identifié dès le départ par les économistes lorsqu'on utilise ce type d'analyse. Alors, quelles sont les méthodes ? Il me reste... Ça va aller. Quelles sont les méthodes pour analyser ça ? Alors, je vous propose de revenir sur les 4 composants. L'impact de consommation ou la valeur de consommation de votre activité culturelle, l'impact de croissance de long terme de votre activité culturelle, l'impact de dépenses à court terme de l'activité culturelle et la question des coûts. Comme la réflexion depuis ce matin est essentiellement méthodologique, ça tombe très bien. Il y a des méthodes très diverses qui ont aussi l'inconvénient de coûter plus ou moins cher, et c'est une des contraintes, bien sûr, que se pose n'importe quelle personne qui veut évaluer l'effet d'une activité. Il y a un certain nombre de méthodes qui vous permettent d'évaluer, de nouveau, ce que j'ai appelé tout à l'heure, l'agrégation des consentements à payer des usagers de la bibliothèque, par exemple, et des non-usagers de la bibliothèque. Je vous rappelle, derrière ça, il y a des préférences d'individus, les goûts, vos préférences pour faire telle chose plutôt que telle autre, dans le domaine culturel ou dans tout autre type de domaine. Alors, il y a les méthodes de prix de marché. Si un marché commercial existe, alors on peut faire facilement, quand les données sont là, on estime une courbe de demande qui correspond en fait à la manière dont valorisent les consommateurs, la manière dont les consommateurs valorisent le bien ou le service en question pour différents types de prix. Et puis après, on calcule le surplus du consommateur qui est notre gain à l'échange, notre gain à participer au marché en permanence. Quand on achète une bouteille d'eau, quand on achète un livre, quand on achète un ordinateur, etc. Donc ça, c'est une première manière d'évaluer la valeur de consommation quand il y a un marché qui existe. Alors ça peut exister peut-être sans doute moins dans le cas de bibliothèques, mais dans d'autres types d'activités culturelles, un équipement ou un événement, on peut l'imaginer. Le marché commercial étant l'idée qu'il y a une offre et une demande de nouveau, avec un prix un prix d'équilibre entre guillemets auquel les échanges se font chaque jour par exemple. La deuxième méthode pour évaluer les usagers, c'est la méthode des coûts de transport. Alors, la méthode des prix de marché et la méthode des coûts de transport, ce sont des méthodes qui reposent sur des préférences révélées. Qu'est-ce que c'est les préférences révélées ? C'est que par vos comportements individuels, vous révélez la manière dont vous valorisez le bien ou le service auquel vous accédez. Une manière de le faire, c'est de payer le prix. Je paye le prix du livre chez mon libraire. Une autre manière de le faire, c'est d'évaluer l'ensemble du temps que je consacre à me rendre et à passer du temps dans ce service culturel. Pourquoi ? Parce que de nouveau, nous vivons dans un monde de ressources où notre temps est contraint. Et donc une manière de le mesurer, c'est de voir combien de temps on passe, notamment pour se rendre vers un équipement ou une activité ou un événement culturel,
L'idée, c'est que les méthodes vous permettent de tirer de cette information, qui correspond, j'insiste là-dessus, à des comportements réels, c'est pour ça qu'on parle de préférences révélées, qui vous permettent de révéler de quelle manière vous valorisez, en tant qu'usager, l'activité en question. D'accord ? Et donc là encore, l'idée étant de ramener ça à des consentements à payer pour valoriser, quantifier, pouvoir mesurer et pouvoir comparer. Donc là, il y a différentes méthodes. Bon, je ne fais pas le temps de développer. Du côté des non-usagers, on en a parlé, donc là, je ne reviens pas dessus non plus, mais c'est l'ensemble des études qui sont extrêmement variées, qui correspondent cette fois-ci à des préférences déclarées. On va faire déclarer, sur la base d'un marché contingent ou d'un marché fictif, sur la base de scénarios, la manière dont les gens valorisent l'existence ou la transmission d'une activité culturelle particulière. Donc ça a été fait pour des musées à Naples, par exemple, ça a été fait pour le Théâtre Royal à Copenhague, ça a été fait pour un certain nombre pour un musée aussi à Calcutta, etc. Bref, l'idée, c'est d'estimer le consentement à payer des individus qui ne sont pas eux-mêmes usagers de l'activité en question, mais pour lesquels on essaie de faire révéler, par des déclarations cette fois-ci, l'information sur de quelle manière ils valorisent cette existence. Alors, c'est des méthodes qui ont été très utilisées en économie de l'environnement. Quand il y a des marées noires, on a besoin d'évaluer, pour répondre aux demandes d'indemnisation, on a besoin d'évaluer la valeur qu'accorderaient les gens qui ne fréquentaient jamais les plages qui ont été polluées. Une manière de le faire, c'est de passer par ce type de méthode, où de nouveau, vous évaluez le consentement à payer de la population locale touchée, de manière à révéler la valeur qu'ils accordaient à des plages propres. Et vous pouvez ensuite dégager des questions d'indemnité. Donc c'est le même type de méthode. Alors ces méthodes-là sont par ailleurs très controversées chez les économistes, et de manière très virulente des fois, parce que les économistes croient beaucoup plus au comportement réel, et donc aux préférences révélées, qu'au comportement qu'on déclare soi-même dans des questionnaires, où on est censé nous demander de révéler de quelle manière on valorise un bien ou un service pour lesquels qu'on ne fréquente pas, pour lesquels il n'y a pas de marché, il n'y a pas de confrontation entre une offre de service et une demande de service. Mais les méthodes sont très poussées, il y a pléthore d'analyses et quelques applications explicites au champ culturel. Du côté de l'impact de croissance de long terme, je vous rappelle, il y avait deux types d'effets. L'effet à long terme des localisations des agents économiques et l'effet à long terme sur notre capacité à innover parce qu'on fréquente les musées, parce qu'on lit des livres, parce qu'on fréquente les bibliothèques, etc. Alors une manière de le faire, c'est de passer de nouveau du côté des préférences révélées par deux méthodes. La première méthode, c'est les prix de marché, notamment immobiliers, sont influencés par la qualité de votre environnement où vous achetez votre maison ou votre appartement, ou vous-même où vous louez votre maison ou votre appartement. Les économistes pensent qu'une manière de mesurer ça, alors de nouveau l'idée c'est de raisonner toutes choses égales par ailleurs, c'est d'essayer d'isoler le facteur explicatif environnement culturel local sur le prix de l'immobilier. Et donc il y a des études qui ont été faites là-dessus qui montrent très clairement qu'une manière de montrer comment les gens valorisent la qualité de l'offre culturelle là où ils habitent, c'est de passer par ces méthodes de prix hédonique, ou de régression hédonique, tout ça c'est des méthodes techniques, de manière à voir de quelle manière les prix de marché, et notamment en termes immobiliers, sont influencés par la qualité de l'environnement. On pourrait avoir la même chose pour la qualité d'un environnement de type parc de loisirs, ou vivre à côté de la mer, ou à côté de la montagne, etc. Là, il y a plusieurs méthodes, et quelques applications ont été faites au domaine culturel aussi. L'autre méthode, c'est de nouveau de penser que les marchés du travail et la manière dont notre capacité à accepter un salaire dépend aussi de l'environnement où se trouve notre emploi. Alors, les économistes parlent de différentiels compensateurs. Alors on pense souvent aux différentiels négatifs. Travailler dans des conditions difficiles, dans un environnement difficile, toute chose égale par ailleurs, devrait impliquer de vous payer davantage en tant que salarié. Dans l'autre sens, travailler dans des conditions très agréables, à côté d'une belle bibliothèque ou à côté d'une offre culturelle très, très, très importante, devrait, toute chose égale par ailleurs, influer négativement. Vous seriez prêt à accepter un salaire un peu moins élevé pour que, toute chose égale par ailleurs, votre emploi soit localisé à cet endroit-là. Donc là aussi, il y a des méthodes, et ces deux méthodes-là ont encore la force de reposer sur des comportements réels, avec une activité culturelle localisée qui influe sur des prix de marché, soit des prix de marché immobilier, soit des prix du côté du marché du travail, qui sont en fait les salaires. Et puis il y a un travail très récent qui a été fait sur le développement pendant l'ère baroque des opéras allemands en Allemagne, enfin des opéras allemands entre le XVIIe et le XIXe siècle, sur
en tant que facteur exogène, en tant que capacité à attirer sur le territoire des individus au capital humain élevé qui valorisent la présence de ces opéras dans la ville où ils travaillent. Et donc, on a regardé ça. Alors, il y a une controverse dans les papiers parce qu'il y a eu des réponses, mais en tout cas, c'est très intéressant de voir qu'ils ont explicitement isolé le facteur présence d'opéra culturel sur la localisation des individus, et précisément ces individus avec capital humain élevé, d'où l'impact sur la croissance de long terme, en tout cas l'impact de croissance urbaine. Les autres types d'effets, c'est les effets en étant confrontés aux œuvres, la manière dont ça influe sur notre capacité à innover, à proposer de nouveaux produits, des nouveaux services, des nouveaux biens. Là aussi, alors pour le coup, il y a très peu d'études. Il y a souvent des anecdotes qui consistent à dire, en ayant reçu tel type d'éducation artistique, ça influe sur votre capacité à trouver de nouvelles choses, etc. Donc, il y a beaucoup d'anecdotes, il y a très peu d'études. Pourquoi ? Parce que c'est très difficile à isoler. L'idée, c'est que les économistes, isolent l'ensemble des facteurs qui peuvent expliquer la croissance urbaine d'une ville. Et parmi tous ces facteurs, il y aurait celui qui correspondrait au fait que les gens, en étant confrontés aux œuvres sur longue période, développent une capacité à innover qu'ils n'auraient pas développée sinon. Et donc ça pourrait influer sur le... Sauf que c'est très difficile à isoler en termes d'analyse économique. Et puis le dernier type d'impact, bon, je passerai sur les coûts, qui est l'impact de court terme. Alors là, il y a pléthore pour le coup d'analyse, puisque c'est vraiment l'impact le plus facilement explicable en fait. Politiquement, c'est très facile de dire mon festival crée de l'emploi et des revenus pour ma région. Donc c'est pour ça que c'est celui qui a connu le plus d'études. Alors il y a 3 types d'études. Par exemple, pour les Jeux Olympiques, vous avez des études ex ante. Vous êtes obligé, si vous postulez en tant que candidat aux Jeux Olympiques, de proposer une étude d'impact ex ante de votre. Vous avez des études itinéraires où au moment de l'événement, vous interrogez les individus sur à combien ils sont venus, qu'est-ce qu'ils ont dépensé sur place, est-ce qu'ils viennent bien de l'extérieur du territoire ou pas. Et puis après, par le jeu des multiplicateurs et les interdépendances sectorielles locales entre les différentes branches d'activité d'une ville, comment tout ça se diffuse sur le territoire. Et puis il y a les études ex post qui se développent, qui à mon sens sont les plus solides. Vous regardez comment les choses se passent pour un événement unique. Alors, par exemple, lorsque votre ville est capitale européenne de la culture, ou lorsqu'un festival est annulé une année donnée pour raison de crise d'intermittence, par exemple. On a évalué tout récemment l'impact de l'annulation du Festival d'Avignon et d'Aix-en-Provence en 2003. Donc là, c'est typiquement vous mobilisez des techniques économétriques, c'est-à-dire vous appliquez l'analyse économique au traitement statistique pour voir concrètement s'il y a eu un impact ou pas sur le territoire. Et pour le Louvre-Lens, l'INSEE a proposé une méthodologie aussi avec une batterie d'indicateurs aussi qui vont suivre sur longue période, avec une volonté d'isoler ce qu'on appelle en économie la situation contrefactuelle, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passerait si Lens n'hébergeait pas le Louvre-Lens. Donc vous cherchez un territoire contrefactuel comparable à votre territoire, puisque la notion d'impact, c'est ça, c'est que votre musée influe sur votre territoire, toute chose égale par ailleurs. Donc vous devez isoler comment votre territoire aurait évolué économiquement si l'activité n'avait pas été présente. Et à mon sens, c'est la manière la plus solide de le faire, et on a des résultats surprenants. Donc si ça vous intéresse, vous tapez, vous allez sur le site du DEPS et l'étude sur le Festival d'Avignon est en ligne. Voilà, et bon, je m'arrête là. On peut aussi évaluer les coûts externes, il y a des études qui existent, mais j'ai déjà dépassé le temps qui m'est imparti, donc je peux répondre aux questions. Voilà. Alors bon, en fait, l'idée, c'est juste de donner quelques exemples. Il y a une étude intéressante qui a été faite sur les coûts externes. Je vous rappelle, les coûts externes, c'est des effets externes négatifs qui peuvent toucher la population parmi des gens qui ne sont pas forcément des gens qui fréquentent l'équipement ou l'événement culturel. Donc il y a une étude récente qui a été faite sur un échantillon de capitale européenne de la culture qui montre un effet négatif. Donc là, on voit bien l'effet de type... encombrement des voies, impact sur le prix de l'immobilier, surpeuplement, etc. etc. Il y a des études du côté de l'UNESCO, l'Institut statistique a aussi sorti en 2015 une étude sur les festivals qui isolait et les effets positifs des festivals et les effets négatifs et donnait quelques références sur les coûts externes aussi. Et puis juste pour illustrer la question du coût de déplacement ou du coût de remplacement, il y a une étude, j'ai vu une application au festival Visa pour l'image, avec l'idée que si votre localité
votre commune n'a pas la capacité d'accueillir et les festivaliers et les gens qui sinon seraient venus sur votre territoire, alors l'impact du coup est nul, puisque les gens qui viennent ne font que remplacer des gens qui seraient venus. Et donc là, pour quelques exemples, on a pu illustrer le phénomène qui est en soi intéressant, puisque là encore, ça correspond en fait implicitement aux hypothèses que font les économistes derrière les questions d'impact de dépenses. Je vous propose d'arrêter là et puis je peux répondre aux questions. Merci beaucoup pour cette mise en perspective plus large sur le domaine de la culture. La parole est donc à celui qui la veut, soit sur un questionnement, soit sur une observation ou un commentaire. J'avais une question sur l'évaluation du bien-être, où je crois qu'il y avait pendant un moment parlé d'évoluer du PIB vers un indicateur de bien-être. Et pour les bibliothèques, notre impact, il est peut-être plus dans le bien-être et dans l'augmentation du savoir que sur la génération de dépenses. Donc, comment les économistes appréhendent cette notion? Alors en fait, le bien-être, c'est la question fondamentale au bout de l'analyse économique. En fait, il y a deux types de bien-être. Il y a le bien-être matériel qui correspondait aux éléments de type croissance de long terme. Hein, c'est l'évolution de nos niveaux de vie. Le fait qu'on vit dans un monde aujourd'hui extrêmement riche en ressources et en biens et services que nos ancêtres n'ont pas connus. Et puis les questions de surplus du consommateur, c'est précisément ça. C'est-à-dire la différence entre votre valorisation d'un bien ou d'un service et ce que vous payez pour y accéder. Ça, c'est une mesure de votre bien-être au sens économique. C'est ce qu'on appelle le surplus. Alors, il y a l'équivalent du côté des producteurs, c'est-à-dire du côté des offreurs de ces biens et de ces services. Mais du côté des consommateurs, des usagers, c'est ça, hein, le bien-être. La mesure du bien-être, elle est mesurée par le surplus du consommateur. D'ailleurs, c'est un synonyme pour les économistes. Hein, c'est le gain, entre guillemets, plus ou moins psychologique, si vous voulez, que nous avons tous à être acteurs économiques chaque jour. Par les choses que nous achetons, les services que nous fréquentons, etc. Donc ça, effectivement, s'il y a un marché, on le ramène à un surplus, à une courbe de demande qu'on peut explicitement estimer. Et après, on fait des estimations de surplus du consommateur et donc mesurer le bien-être, c'est-à-dire la manière, le gain à l'échange qu'ont obtenu les personnes qui ont fréquenté, par exemple, la bibliothèque. Dans le domaine des bibliothèques, pour le coup, il y a peu d'études. Hein. Il y a beaucoup de choses sur les festivals, beaucoup de choses sur les musées, il y a des choses sur les expositions temporaires. Sur les bibliothèques, bon, on a cité quelques études, mais il n'y en a pas tant que ça, en fait. Et quand on parle de retour sur investissement, là encore, l'idée, c'est qu'on ramène les choses à des équivalents monétaires, non pas pour ramener des choses à des choses monétaires ou pécuniaires, mais parce que derrière ça, on quantifie, et on a besoin de quantifier, mesurer et de comparer. Et derrière ça, il y a les préférences des individus et la manière dont les gens valorisent l'existence d'un service de bibliothèque dans leur ville. Je me posais la question sur la question de l'impact éducatif. Vous disiez que c'est très difficile. Je pensais aux bibliothèques, par exemple, si on prend une population bien déterminée, les enfants de moins de 6 ans, 0,5 ans, hein, les actions en faveur du développement de l'appétence des enfants pour le livre, avec un objectif qui est celui de la réussite de l'apprentissage scolaire. Ne pourrait-on pas, par exemple, envisager de comparer sur des populations qui présentent le même profil l'impact de l'action d'une situation où il y a eu un engagement de la bibliothèque, etc., à une situation où la population n'a pas bénéficié de ça. Alors, en fait, c'est exactement ce que font les économistes. Hein. Le DEPS a publié une étude, un travail uniquement méthodologique qui visait à présenter les méthodes d'évaluation de politique publique retenues par les économistes. Parmi les illustrations qui ont été faites, il y a la question du programme École et Cinéma, qui est assez proche de ce dont vous parlez. L'idée, c'est précisément ça, c'est de comparer un échantillon d'individus qui a bénéficié du programme, comme ce serait de programmes qu'on pourrait proposer à des élèves, à des enfants en bibliothèque, versus un échantillon d'élèves comparables, j'insiste là-dessus, contrefactuels, qui, eux, n'ont pas bénéficié et l'idée, ce serait de regarder, alors pour le cinéma, c'était quand je suis lycéen, je profite de ce programme, et 10 ans plus tard, je regarde ma consommation de films en salle,
et toute chose égale par ailleurs, je vois si le programme ou pas a eu un impact. Donc oui, concrètement, c'est concrètement ce qu'on ferait. Oui. La difficulté, c'est de trouver la situation contrefactuelle. Là, l'idée, c'est de trouver l'échantillon d'individus qui correspondraient à des jumeaux, c'est-à-dire qui seraient exactement identiques à vos élèves qui ont bénéficié du programme, sauf le fait qu'ils aient bénéficié de votre programme en bibliothèque quand ils étaient jeunes. Donc si ça vous intéresse, vous allez sur le site du DEPS, vous tapez évaluation de politique publique, et on a publié il y a 2 ans un texte méthodologique qui visait à présenter ces méthodes et qui illustre exactement de la même manière l'idée. L'idée, c'est d'illustrer une méthode à partir d'un cas d'application. En fait, les questions de contrefactuel, les questions d'expérimentation plus ou moins contrôlées, aléatoires, on en parle beaucoup en économie du développement notamment, c'est des questions qui montent et qui montent aussi en économie de la culture. L'étude qu'on a publiée, le rapport de recherche qu'on a publié sur l'impact de Lille 2004, capitale européenne de la culture, et l'impact de l'annulation du Festival d'Avignon et d'Aix-en-Provence, utilise ces méthodes de contrefactuel. C'est-à-dire, statistiquement, vous allez chercher à trouver la situation, comment aurait évolué votre économie locale si l'événement n'avait pas eu lieu. Il y a des méthodes, et c'est la comparaison entre ce qui s'est passé dans votre économie locale avec l'événement ou avec l'équipement, et ce qui s'est passé dans l'économie comparable sans l'événement qui vous permettent d'isoler uniquement l'impact qui vous intéresse. Dans les coûts externes, on ne prend pas en considération que les désagréments subis par les populations qui habitent le territoire peuvent être d'autant plus importants qu'elles n'ont pas consenti à payer, mais qu'elles ont eu une obligation de l'impôt. Ça, c'est très pris en compte par les élus quand on discute avec eux. Oui, je comprends. Oui. Là, je peux que vous dire oui. Il y a les quelques études sur les coûts externes insistent sur ces questions effectivement, ce que vous dites là, de congestion, enfin, d'encombrement. Effectivement, il y a aussi le fait qu'on peut ne pas valoriser l'événement qui est subventionné par la ville, et donc on le dévalorise. Et donc ça apparaît dans l'étude en termes, effectivement, on a trop payé d'argent public pour cet équipement-là, parce qu'on a du coup abandonné tel autre projet culturel. Enfin bon, c'est ça l'idée derrière, effectivement. Donc là, l'étude sur les capitales européennes de la culture, c'est exactement ça qui apparaît. Enfin, parmi les autres explications.